Microempreendedor, preparado para se destacar nessa alta temporada de ofertas? Estudo recente revelou que anúncios com apelo visual aumentam até 7 vezes as chances de venda. O Canva, plataforma que democratiza o design, vai te ajudar. Ele conta com inúmeros modelos prontos para editar e outras ferramentas que vão fazer você se sentir especialista no assunto. Quer turbinar suas vendas? Faz bonito com Canva. Tem um momento na carreira que precisamos dar um passo além. É hora de fazer uma pós-graduação. Só que muitas vezes o custo pesa no bolso, inviabilizando tudo. Com a pós-graduação do Senac, você não tem esse problema. Cursos com até 50% de desconto e muito mais tempo para pagar. TCC opcional, modelo flexível com aulas presenciais e online e alguns cursos com apenas 12 meses de duração. Não tem mais desculpa, hein? Saiba mais em sp.senac.br/pós-graduação. La nuit est froide et sombre à Saint-Pétersbourg, en cette fin du mois de décembre 1916. Une lourde calèche s'arrête devant une maison élégante, dissimulée dans les ombres de la rue Moïka. Un homme en sort, enveloppé d'un épais manteau, son chapeau enfoncé sur le front. Il avance, sa démarche assurée, vers l'entrée éclairée faiblement par une lanterne. À l'intérieur, un petit groupe d'hommes attend nerveusement. Parmi eux, le prince Félix Lossoupov et le grand-duc Dimitri Pavlovitch échangent des regards tendus. Le plan est en place, et ils savent que cette nuit doit marquer la fin d'une influence néfaste sur la cour et le pays. Un autre homme entre dans la maison, accueilli chaleureusement par Lossoupov. On le mène dans un salon richement décoré, où un festin l'attend. Il est invité à s'asseoir, à manger et à boire. Le vin coule. Des gâteaux sont offerts, mais ces friandises sont empoisonnées. Le convive déguste, sans se douter du piège qui se referme sur lui. Les minutes passent, l'atmosphère se tend. Le poison semble inefficace, et l'homme continue de converser, ignorant le danger. Lossoupov s'agite, son visage se crispe. Il propose un autre verre, une nouvelle pâtisserie. Rien ne semble troubler le dîner de cet invité. Enfin, l'homme se lève, prêt à partir. La panique saisit les conspirateurs. Lossoupov s'éclipse, rejoint les autres dans une pièce adjacente. Il ne montre aucun signe d'empoisonnement, murmure-t-il. Ils n'ont plus le choix. Il faut en finir d'une autre manière. Lossoupov revient avec un revolver dissimulé. Son invité le regarde, un sourire énigmatique aux lèvres. Sans un mot, Lossoupov tire. L'homme s'effondre. Le silence règne. Les conspirateurs se penchent sur le corps, vérifient le pouls. Rien. Il semble que c'est enfin terminé. Mais soudain, un gémissement. L'homme bouge, ses yeux s'ouvrent. C'est impossible. Il tente de se relever. La panique s'empare des assassins. Lossoupov, pris de terreur, tire encore. Encore et encore. Le corps finit par cesser de bouger. Les conspirateurs traînent le cadavre hors de la maison, vers la rivière Neva. Ils enroulent le corps dans une toile, le lestent de chêne. Le froid les accompagne alors qu'ils le jettent dans les eaux glacées. Ils regardent la silhouette disparaître sous la glace, convaincus que cette fois, c'est fini. L'homme qu'ils viennent de tuer n'est autre que Raspoutine. Son assassinat, fomenté par ceux qui le voyaient comme une menace, marque la fin d'une ère de manipulation et de scandale, mais aussi le début d'un nouveau chapitre tumultueux pour la Russie impériale. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le dernier que nous consacrons à Raspoutine, un personnage occulte et controversé, tour à tour prophète, guérisseur et même conseiller intime du tsar Nicolas II de Russie. Aujourd'hui, je vous parlerai du complot qui a mené à son assassinat en décembre 1916, mais aussi des mythes qui ont continué d'être associés à ce personnage après sa mort.
En 1915 et 1916, Raspoutine accompagne donc la tsarine, sa plus fidèle amie, dans son quotidien à la tête de l'Empire. Il conseille même Alexandra dans la nomination de certaines personnes haut placées, comme un nouveau ministre de l'Intérieur, Alexis Khvostov. Alors que la Première Guerre mondiale décime les armées russes, l'impopularité de l'impératrice s'accentue. Allemande de naissance, elle demeure aux yeux du grand public une germanophile, et donc une traîtresse. Les rumeurs les plus abracadabrantes se répandent sur celle que l'on compare volontiers à Marie-Antoinette. Un climat politique délétère s'installe au palais, au sein duquel Raspoutine apparaît comme le bouc émissaire idéal. Une personnalité notamment, le président de la Douma, Mikhaïl Rodzianko, s'érige rapidement contre le starets. Dès les années 1910, il ne cache pas son mépris pour Raspoutine, qu'il considère comme illettré, rustre, amoral et manipulateur. Surtout, il l'accuse d'influencer le pouvoir à des fins personnelles. Il a souvent communiqué ses préoccupations au tsar et a fait pression pour que Raspoutine soit éloigné de la cour impériale. En vain. Rodzianko devient une sorte de chef de file des ennemis de Raspoutine, et bientôt, ses convictions reçoivent un écho inattendu. En effet, le président de la Douma envisage un scénario extrême. Il faut éliminer Raspoutine pour délivrer l'Empire russe de son emprise néfaste, et ainsi lui rendre sa gloire. Cette idée folle d'un assassinat tombe dans l'oreille d'un certain Félix Yusupov, un prince issu de l'une des familles les plus riches et influentes de Russie. Diplômé des plus grandes universités d'Europe, Félix Yusupov est un homme intelligent, cultivé et raffiné. Il est connu à la cour pour son style de vie extravagant et son goût pour les arts, mais aussi pour ses nombreuses aventures dans les cercles mondains. Yusupov, comme d'autres nobles russes, considère aussi Raspoutine comme une menace pour la monarchie et le pays. Suite à l'hostilité affichée du président de la Douma, Yusupov saisit l'occasion pour ourdir un complot d'assassinat sur Raspoutine en décembre 1916. Mais il n'agit pas seul. Il se confie sur son projet macabre au grand-duc, Dimitri Pavlovitch, cousin du tsar Nicolas II, et au député Pourishkevitch, membre éminent de l'extrême droite. Mais alors, comment procéder ? En mettant en place un guet-apens. Et pour être sûr de convaincre Raspoutine, le prince Yusupov choisit un appât. Sa propre femme, la belle Irina Yusupov, et une arme du crime, le cyanure. C'est ainsi que dans la soirée du 16 décembre 1916, Raspoutine est convié chez les Yusupov, en compagnie des complices du prince. Malgré les avertissements de certains membres du gouvernement, qui pressentaient un complot destiné à éliminer le gourou, Raspoutine choisit de se rendre chez Félix Yusupov. L'assassinat de Raspoutine conserve encore aujourd'hui bien des mystères. Est-il mort abattu, empoisonné ou noyé ? Plusieurs versions sont avancées, mais on retient le plus souvent la version de la police de l'époque, qui explique que de l'eau a été retrouvée dans ses poumons, signe d'une mort par noyade. Bien sûr, cette version valorise le caractère presque invincible de Raspoutine, qui a lutté pour sa vie. Le lendemain, la nouvelle de la disparition de Raspoutine se répand dans toute la ville de Petrograd. Des recherches sont lancées dans la soirée du 17, et un vent de panique souffle au palais d'hiver, plus glacial encore que la brise sibérienne. La tsarine ne tarde pas à apprendre que Raspoutine a passé la soirée du 16 avec le jeune Yusupov. Ce dernier est immédiatement soupçonné. Le 18 décembre, des enquêteurs se rendent donc au palais de la Moïka, résidence des Yusupov, à la recherche d'indices. Sur place, les filles de Raspoutine, qui ont fait le déplacement depuis la Sibérie pour chercher leur père disparu, trouvent une botte dans le jardin et elles sont formelles. Celle-ci appartient à leur père. Un peu plus tard dans la journée, les enquêteurs trouvent des traces de sang sur le rebord du pont Petrovski, qui se trouve à proximité du palais de la Moïka. Cette fois, le doute n'est plus permis. Il est arrivé quelque chose à Raspoutine et Félix Yusupov y est mêlé. Enfin, le 19 décembre 1916, un scaphandrier plonge dans la rivière Moïka, aux abords du pont Petrovski. Le jour blanc de l'hiver russe, aux confins du cercle polaire, ne laisse que peu d'heures pour effectuer les recherches dans l'eau gelée.
Un policier remarque à l'écart une percée dans la glace où flotte quelque chose de sombre. Il s'agit d'un manteau. Celui-ci est vite reconnu comme étant celui de Rasputin. Le plongeur s'approche alors de cette zone et remonte au bout de quelques minutes un cadavre aux jambes liées au niveau des cuisses et des poignets. Le corps est rapidement identifié. Il s'agit bien de Rasputin. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. À l'annonce de sa disparition, la tsarine est bien entendu effondrée, ainsi que ses enfants. Le seul espoir de guérison du tsarevitch n'est plus. Son confident et conseiller le plus loyal est mort. Et Alexandra se sent complètement démunie. Le tsar, qui se trouve au quartier général de l'armée, est averti par une lettre. Mais visiblement, la mort du starets le laisse davantage indifférent. Nicolas II commençait à s'agacer lui-même de l'influence que Rasputin avait sur ses décisions. Pour autant, il demande des sanctions à l'égard des instigateurs du crime. Rasputin avait annoncé une fin funeste pour l'Empire s'il mourrait. Malheureusement, sa prophétie finit par se réaliser. La tsarine est devenue persona non grata à la cour. Sa propre famille et celle de son époux souhaitent son exil et elle est jugée responsable de tous les malheurs de la Russie. Les conseillers politiques souhaitent convaincre le tsar de former un gouvernement populaire au sein de la Douma pour prévenir de potentielles révoltes. Mais le tsar reste sourd face aux suppliques et aux demandes du gouvernement. En février 1917, une série de grèves et de manifestations éclatent à Petrograd. Les ouvriers réclament du pain, des réformes politiques et la fin de la guerre. Face à la répression violente des manifestations par la police, des soldats de la garnison de Petrograd se mutinent et rejoignent les manifestants. Face à la gravité de la situation, les conseillers du tsar, y compris certains généraux et membres de la Douma, le pressent d'abdiquer pour sauver la monarchie et éviter une révolution. C'est ainsi que le 2 mars 1917, Nicolas II signe son acte d'abdication. Cette signature marque la fin de l'Empire russe et ouvre la voie à la création d'un gouvernement provisoire. Cependant, cela n'apaise pas la situation et le mécontentement populaire continue de croître, menant à la révolution d'octobre 1917, où les bolcheviks, dirigés par Lénine, prennent le pouvoir. Moins d'1 an plus tard, le tsar et sa famille sont exécutés par les bolcheviks. Après sa mort en 1916, Grigori Rasputin devient, au cours du siècle, une figure légendaire, captivant l'imagination à travers livres, films et culture populaire. Il est souvent central dans des romans historiques et de fiction, explorant ses pouvoirs mystiques et son impact sur la politique russe et la cour impériale. Plusieurs films, comme Rasputin et l'impératrice, sortis en 1932, mettent en lumière sa personnalité énigmatique et son influence sur les Romanov. En Russie et aux États-Unis, ces histoires explorent la corruption et l'occultisme, fascinant le public pendant la Première Guerre mondiale. La chanson disco Rasputin de Boney M, sortie en 1978, en fait un symbole séducteur, manipulateur, guérisseur controversé et surtout amant de la tsarine. Le tube international est immédiatement censuré en URSS. Au fil du temps et jusqu'à nos jours, Rasputin est devenu un symbole de mystère et de controverse. Des légendes sur ses pouvoirs supposés de guérison, de séduction et d'influence persistent, à tel point que les Russes, comme les sociétés occidentales, font de lui un objet de culture populaire. Au-delà des mythes et des rumeurs qui continuent de l'entourer, il est certain que Rasputin demeure une figure incontournable
de l'histoire russe. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. Écrit par Marilou Economou et réalisé par Mathieu Roch. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.